Donc on va passer donc au débat. Donc je vais accueillir Dominique Agrèche, donc, qui organise avec moi, avec nous depuis plusieurs années déjà cet événement. Dominique Agrèche, Xange Private Equity, IE Club. Dominique, c'est à toi. Merci Maurice. Alors j'ai effectivement la chance, l'honneur et l'avantage d'être partie prenante de l'IE Club depuis un certain temps, et au titre de Xange Private Equity, qui est un capital investisseur spécialisé dans le capital innovation, d'être également membre du club Cleantech de la FIC, qui a le plaisir de co-organiser cette petite séance. Alors, je vais appeler mes 6 témoins, donc, qui se reconnaîtront ici dans l'ordre. Donc le principe, on a un panel qui réunit des représentants de groupes industriels et de TI. Donc le thème, c'est l'innovation. Donc ils vont chacun nous donner quelques explications sur quelles sont les portes d'entrée chez eux pour les startups innovantes. Et alors pour que tout ça se fasse avec un petit peu de rythme, ce sera entrecoupé, je vais passer les slides, ce sera entrecoupé de présentations des jeunes entreprises qui sont dans la salle. Mais auparavant, et pour fixer un petit peu le débat et pour rappeler les 2 thématiques de la soirée, j'appelle Patricia Laurent, puisqu'on a le plaisir d'avoir la presse, et donc Patricia Laurent de Green Univers, qui est le support de référence des Cleantech. Patricia. Merci beaucoup Dominique. Bonsoir tout le monde. Alors effectivement, je vais essayer de respecter le timing et donc d'aller très vite. Donc effectivement, Green Univers, c'est un site spécialisé dans l'information économique et financière sur tous les marchés des Cleantech, et on suit notamment de près les startups et les levées de fonds. Et effectivement, les 2 thématiques de la soirée, je peux témoigner du fait que les 2 thématiques choisies pour cette soirée sont complètement dans l'air du temps, en vous donnant juste 2 éléments qui sont extraits de notre panorama des Cleantech que l'on vient de sortir la semaine dernière et que je vous invite à aller consulter sur notre site. Alors, ce que l'on constate, première tendance, l'open innovation. Depuis quelques années, mais ça s'accélère depuis quelques mois, on voit très nettement que tous les grands groupes, en tout cas la plupart des grands groupes, essayent de se rapprocher des startups. Le but du jeu, c'est de ne pas rater une innovation de rupture qui pourrait complètement transformer leur business model dans les années qui viennent. On a fait une enquête dans le cadre de notre observatoire des startups sur l'année 2014, où 56% des startups des Cleantech que nous avons interrogées, il y en a 117 qui nous ont répondu, ont indiqué qu'elles coopéraient avec un grand groupe en 2014. C'était 50% en 2013, donc vous voyez, ça s'accélère. Alors il y a différents types de coopération, évidemment. Parfois c'est de la relation client-fournisseur, dans une grande proportion des cas. Également du co-développement, et ça peut aller bien entendu jusqu'à la prise de participation au capital. Deuxième tendance tout à fait majeure, c'est vraiment le rapprochement entre les Cleantech et tout ce qui est digital. C'est vraiment une des tendances extrêmement fortes du moment que l'on retrouve en fait dans tous les marchés des Cleantech. On le voit dans les énergies renouvelables, par exemple avec le monitoring. On le voit dans l'efficacité énergétique, notamment sur le marché du smart home, les thermostats intelligents et autres, où le but c'est d'améliorer la performance énergétique avec différents outils, dont une partie d'outils numériques. Bref, dans absolument tous les secteurs des Cleantech, on le voit aussi dans l'écomobilité. Alors dans l'écomobilité, ça peut être des plateformes de covoiturage, d'autopartage, ça peut être de la gestion de la flotte à distance, mais vraiment on voit que tous les outils numériques sont de plus en plus utilisés dans les Cleantech, donc c'est vraiment une des tendances du moment. Donc je peux dire, Dominique, les 2 thèmes de la soirée sont bien choisis. Voilà. Voilà, et donc on va tout de suite faire un démarrage alors avec Hugues Hansen, qui est donc le patron de l'accélérateur du groupe La Poste. Exactement. Bonjour, Hugues Hansen, donc je suis le dirigeant de Starting Post. Starting Post, c'est l'accélérateur de start-up du groupe La Poste. Notre objectif, c'est d'accompagner 24 startups par an et mettre en place des partenariats entre des entités opérationnelles du groupe et puis donc des startups innovantes. Qu'est-ce qu'on propose donc aux startups après notre process de sélection? D'abord, on leur propose de faire ensemble un POC ou une expérimentation. L'expérimentation va durer 3 mois. Elle va permettre à la startup d'avoir un vrai retour de marché par rapport à son produit et par rapport à son métier.
et ça va lui permettre aussi d'avoir une expérience avec le travail avec un grand compte et la mise en relation avec nos clients. L'expérimentation qu'on propose, elle va être soit une expérimentation technique, donc on va disséquer un petit peu le produit de la startup avec les experts du groupe, soit, et c'est ce qu'on préconise plutôt, une expérimentation commerciale où on va mettre en relation la startup avec des clients ou des prospects du groupe La Poste. Si l'expérimentation se passe bien, on va pouvoir passer à la deuxième phase du programme. La deuxième phase du programme, c'est la phase d'accélération. Dans la phase d'accélération, ce qu'on met en avant, c'est le partenariat business qui a vocation à s'installer et à se pérenniser entre le groupe La Poste et puis la start-up. Donc ça a vocation à faire croître à la fois le chiffre d'affaires du groupe La Poste et le chiffre d'affaires de la start-up, puisqu'on est dans des contrats de commercialisation ou des contrats de co-développement ou du branchement d'API entre les plateformes du groupe et les plateformes de la start-up ou l'inverse. Donc l'idée, c'est de co-développer ensemble le business de la start-up et celui du groupe. En complément de ce partenariat business, on va offrir à la start-up tout un process d'accompagnement méthodologique, donc avec du mentoring, du coaching, de l'intervention d'experts internes au groupe ou externes au groupe. Et donc ce process d'accompagnement méthodologique, ça va durer 9 mois. Et dernier point, on a aussi la possibilité d'investir dans le capital des startups avec qui on est en phase de partenariat business, et on peut investir en tant que co-investisseur et des tickets jusqu'à 500 000 euros. Parfait. Je remontre la fusée. Okay. Et après ces 9 mois, donc après cette année de travail, on a bien sûr le partenariat business et capitalistique avec le groupe La Poste qui peut continuer. Ensuite, deuxième point, très rapidement. Donc deuxième point, c'est les critères de sélection. Critères de sélection, donc étant donné qu'on commence le programme par une expérimentation business, il faut que la start-up ait une preuve de concept assez robuste. Pour ce faire, il faut donc qu'elle ait bien sûr une équipe déjà constituée, et nous sommes à la recherche de start-up innovantes. Dans l'autre sens, si la start-up fait plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, on va considérer que c'est plus une PME innovante qu'une start-up, donc on peut servir de point d'entrée dans le groupe pour des PME innovantes, mais elle aura moins vocation à bénéficier de tout le programme d'accompagnement méthodologique. Et après, dernier point, on cherche des startups sur 3 grands axes stratégiques du groupe La Poste. Premier axe, c'est tout ce qui est B2B numérique, donc que ce soit du B2B numérique autour de tout ce qui est SaaS, autour de toutes les logiques de cloud, de big data, de marketing digital et de marketing relationnel. Donc ça, c'est le premier axe, c'est le B2B numérique, sachant que le groupe La Poste fait 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et sur ces 22 milliards, il y a 2 tiers de ce chiffre d'affaires qui est fait en B2B. Deuxième point d'attention pour le groupe La Poste, les axes stratégiques, c'est tous les services de proximité. Donc dans les services de proximité, on met bien sûr tout ce qui est logistique et logistique innovante, donc le cœur de métier du groupe. On met aussi des thèmes qui sont beaucoup plus proches du thème de la soirée, puisque globalement, on va aussi regarder comment le groupe La Poste peut s'inscrire dans la transition énergétique, donc pourquoi pas avec des startups, en capitalisant en particulier sur nos savoir-faire en termes de gestion d'actifs, puisque le groupe La Poste est un grand propriétaire immobilier en France avec beaucoup d'actifs en matière de bâtiments écologiques, et qu'on est aussi le propriétaire de la première flotte de véhicules électriques du monde. Et on regarde aussi sur tout ce qui est service de proximité, tout ce qui est recyclage, puisque le groupe La Poste est déjà présent en termes de recyclage, en particulier sur du papier et du carton avec Recyclo. Et troisième point qu'on regarde, c'est l'ensemble de l'univers autour de la confiance numérique. Donc la confiance numérique, ça peut embarquer des moyens de paiement innovants, toutes les logiques de portefeuille électronique, toutes les logiques de coffre-fort électronique, et puis tout ce qui est authentification, sécurisation des transactions, et également, comme l'a évoqué Muriel tout à l'heure, tout ce qui est la gestion de la vie privée sur Internet, de l'identité numérique et tout ce qui est privacy sur Internet. Parfait. Voilà. Merci à vous. Hugues, je te propose de passer le micro à R+, Mehdi Abdelmoutalib. Et donc, on va présenter successivement 3 startups. Peut-être qu'il y aura des mariages. Donc, R+, chauffeur privé, et Win. Donc, R+. Bonjour à tous, je m'appelle Mehdi Abdelmoutalib, je suis le dirigeant de R+ Technologies. R+ Technologies, qu'est-ce que c'est? C'est le spécialiste de la seconde vie des téléphones mobiles, avec 2 valeurs fortes, l'économie sociale et solidaire et l'économie circulaire. Aujourd'hui, il y a 25 millions de téléphones qui sont vendus chaque année, avec plus de 50% de téléphones intelligents, de smartphones. On a développé 2 marques, donc Mobile Vert, qui s'adresse directement aux entreprises, aux collectivités, aux PME. On va collecter toute la flotte de mobiles pour leur donner une seconde vie et les régénérer.
C'est là où entre en action notre partenaire, l'entreprise adaptée de Villeurbanne, donc l'association des paralysés de France du 69, qui vont régénérer, reconditionner les téléphones pour la recommercialisation. Et c'est là où intervient notre deuxième marque, qui est Ucaz, qui est vraiment le spécialiste des téléphones reconditionnés. Donc moins cher, plus accessible, et permet 15 secondes. de réduire. Ah oui. Donc voilà, donc je vous invite à aller sur notre site internet mobilevert.com et ucaz.com. Merci. Voilà, merci. Chauffeur privé. Où est chauffeur privé? Voilà. Non, mais alors, chauffeur privé bénéficie d'un petit piston parce que c'est une participation Xange, entre autres. Non, mais une minute quand même, top chrono. Bonjour à tous, ravi d'être présent parmi vous. Donc, chauffeur privé, peut-être que vous avez entendu parler dernièrement à la presse des grands bruits avec notre cher confrère Hubert, juste avant d'ailleurs, qui est américain. Donc, chauffeur privé, société française, technologie, son siège aussi basé en France. Donc, on serait ravi de vous présenter notre société et puis vous rejoindre. On est créé depuis 2012. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir à peu près 300 000 utilisateurs, un peu plus de 300 entreprises clientes, avec une grosse distinction sur nos offres. On a une offre B2C et une offre B2B qui sont vraiment dédiées pour les entreprises. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. En termes de collaborateurs, aujourd'hui, c'est à peu près 30 collaborateurs. La croissance est relativement forte, et merci Exchange entre autres. On souhaite en tout cas, et on fait tout pour tripler nos objectifs d'ici la fin d'année. Donc c'est une croissance qui est relativement importante. On ne va pas projeter le business plan, donc si vous avez besoin d'une voiture pour repartir, il suffit de télécharger l'app et c'est gagné. Voilà. Voilà. Donc, le thermostat intelligent, Win. Bonjour à tous, Jean-Laurent Chaube. Donc, en effet, nous sommes une très jeune start-up de Aix-en-Provence et nous avons développé et breveté un thermostat géopiloté. Alors pas parce que votre maison ou votre lieu de travail bouge tout le temps, mais parce que l'endroit où vous vous trouvez a un réel impact sur la température qu'il peut faire dans le lieu où vous habitez ou le lieu où vous travaillez. L'offre, par exemple, que nous proposons pour les entreprises et plutôt les exploitants des immeubles de bureaux, c'est d'avoir le salarié dans son bureau avec son smartphone. À ce moment-là, il fait bien 20 degrés dans son bureau. Il quitte son bureau pour aller en réunion, on baisse juste 1 degré parce que c'est quelque chose de très rapide à relever et ça ne sent presque pas. Et ensuite, lorsqu'il quitte l'immeuble, on met en place le géopilotage pour pouvoir descendre jusqu'à 3 degrés et surtout réchauffer avant qu'il rentre. Donc ça permet de s'affranchir complètement du comportement utilisateur qui est la bête noire de tous les acteurs du Facilities Management. Voilà. Merci. Bravo, bravo. Et alors, sans transition, comme on dit, donc on a eu la poste et donc on va passer le micro. On va passer le micro à Total Marketing et Services, Bengba Aborba, et donc il va nous expliquer rapidement Total Marketing et Services. C'est une grande maison, vous avez parlé de l'innovation et de votre sujet à vous particulièrement. Voilà. Ok, rapidement, Total Marketing et Services, c'est tout ce qui est total, qui n'est pas d'exploration, qui n'est pas de raffinage, qui est vraiment de côté du coin de rue. En fait, c'est tout le total qu'on connaît, c'est la partie qu'on voit. Voilà, tout à fait, tout à fait. Donc, il y a deux constats sur ce slide-là. On est présent sur 111 pays et on a environ 15 600 stations-service partout dans le monde. Si on passe, avant de passer, c'est juste pour vous montrer aussi que ici, notre présence, c'est véritablement très concentré sur l'Afrique et sur l'Europe. Et c'est vraiment un développement sur tout ce qui est Asie-Pacifique et tout ce qui est aux Amériques. Bon, ça va jouer après. Okay. Prochaine slide. C'est pas moi maintenant. Ok. Bon, voilà. Bon, ce slide montre nos activités. Peut-être que vous connaissez bien les stations-service. Non seulement 15 500 stations-service, c'est quelque chose, partout dans le monde. Déjà, et quand je dis quelque chose, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des potentiels, peut-être, qu'on n'exploite pas assez aujourd'hui. C'est l'une des raisons pourquoi on cherche le côté innovation sur nos activités.
Il y a tout ce qui est le road fuel, le lubrifiant, le bitume, tout ça lié à la mobilité. Si on prend la prochaine slide. Et du coup, on a lancé un projet, parce que je m'occupe de développement durable, marketing et services. On a lancé un projet récemment pour regarder partout dans le monde les tendances de mobilité. Qu'est-ce qui se fait? Comment peut-on apprendre de ces business models pour essayer de regarder comment ça peut aussi améliorer ou faire l'extension de notre business model ailleurs, surtout, en considérant notre emplacement mondial. Donc, nous avons regardé pour nous, surtout les trends, c'est l'Internet, c'est la croissance de l'Internet, c'est la mobilité, c'est la multiplication de demandes dans la mobilité, ce sont les solutions qui émergent et surtout l'arrivée de nouveaux joueurs ou players. Bon, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des solutions qui sont clean, propres, à la fois en sécurité, qui sont abordables et qui sont connectées. Donc, développement durable, il y a aussi un côté de regarder comment ça peut être plus abordable par une plus grande population. Et puis, trois côtés qu'on regarde, comment peut-on éviter plutôt, réduire le besoin même de mobilité, de bouger, comment on peut regarder le déplacement de style de mobilité, et aussi finalement comment on peut améliorer ce qui existe. Bon, nous avons choisi 4 solutions ou 4 axes de développement. C'est on dit dispatch taxi services, tout ce qui est les applications pour vraiment bien organiser le transport. Donc j'ai entendu les chauffeurs là, c'est bien. Aussi, nous avons regardé le transport collectif urbain électrique. Pas forcément directement pour la partie électrique, pas la partie transport, mais surtout pour la partie recharge de batterie. Parce que nous sommes aussi présents dans le solaire, au travers de notre filiale SunPower, qui est le 2e mondial. Et aujourd'hui, parce que la batterie électrique, c'est toujours lié aussi à quel mix énergétique est derrière. Donc, avec le solaire, recharge de batterie, en cours de pit stop, peut-être on pourra avoir des idées aussi comment utiliser tout ça et notre implantation. Il y a aussi les service shops. Comment peut-on avoir sur ces 16 000, ou une partie de ces 16 000, des points qui aident les gens à éviter le déplacement, en mettant dedans tout ce qu'il faut pour eux, vraiment pour empêcher le mouvement. Et puis, bon, on a regardé le Intercity Collective Transport, ça aussi, surtout en Afrique, comment mieux organiser les déplacements de longue durée par la route. Mais sur les 4 là, ce sont les premiers 2 qu'on a vraiment choisis. Et on cherche l'innovation. Ce sont vos sujets d'intérêt. Voilà, c'est ça. On va vous remercier. On va rappeler que Total est également un investisseur dans des fonds d'investissement et en direct. Donc, mais aujourd'hui, on va vous remercier pour nous avoir présenté ça. Et donc, vous pouvez être le point d'entrée chez Total. Alors, je vais passer la parole à 4 startups, Intent, Intelergy, SMACT et ITK. Alors, Intent. Là aussi, petit coup de piston. Intent est une participation d'Ixange Private Equity. Voilà, oui. Mais vous n'avez droit qu'à 1 minute. J'ai droit qu'à 1 minute. Donc merci Dominique. Bonsoir à tous. Benjamin Ulrich, donc cofondateur d'Intent. On a créé ça en 2011. On est 25 personnes aujourd'hui. On est en forte croissance. On travaille dans un secteur qui est en pleine révolution, le bâtiment. Donc le bâtiment connecté, un écosystème en mouvement. Tout le monde se pose la question de la valeur de la donnée. Nous, on a créé en fait une plateforme qui va relier tous les équipements et les acteurs, puisque pour créer la valeur d'usage sur la donnée des fameux équipements dont on a parlé tout à l'heure, il faut pouvoir en produire un usage auprès de l'écosystème qui travaille autour de cette donnée. Et donc notre plateforme, elle se résume ni plus ni moins à cette petite photo, c'est finalement, et si notre bâtiment ressemble à nos smartphones, c'est de faire comme Android sur son smartphone. Donc avoir un bâtiment connecté, c'est un bâtiment qui va s'adapter aux usages, donc que je sois un particulier ou un professionnel, et je vais pouvoir atteindre tout un tas d'objectifs sur l'efficacité énergétique, d'exploitation et de service à l'occupant. Tout le monde vous a repéré, tout le monde sait que vous avez la solution. Vous avez passé le micro à Intelergy. Merci. Intelergy, une fois. On ne va pas faire comme ça. Là. On avait prévu un petit taux de chute. Est-ce que Philippe Couillaba est là? Bonjour.
SMAC travaille sur la mise en place d'un projet collaboratif dans lequel il y a un fournisseur d'énergie, un opérateur télécom et un constructeur immobilier. On veut essayer de résoudre la problématique de la faiblesse du marché du smart home qui n'arrive pas à démarrer en Europe. Pour cela, c'est un projet en 3 phases. La phase 1, en fait, est de transformer une box ADSL pour quelques dizaines d'euros via un dongle USB et d'offrir une architecture multiprotocole et une interopérabilité de ces protocoles entre eux. La phase 2 va permettre de travailler sur ce qu'on appelle l'implication utilisateur, notamment par la gamification. Et la phase 3 qui sera sur la valorisation de la data pour les fournisseurs de services et aussi pour les utilisateurs. Voilà. Merci. Donc, je passe, vous passez le micro à Philippe Stoup. ITK. Bonjour, donc Philippe Stock, société ITK. Notre métier, bon, je suis habitué, c'est un nom flamand. Bon, donc notre métier, c'est de développer des outils d'aide à la décision pour l'agriculture et plus précisément l'agroécologie, c'est-à-dire en fait des logiciels qui reposent sur des modèles de prévision qui permettent de prévoir le rendement futur des cultures en fonction du climat et du coup de calculer au mieux leurs besoins en eau, en fertilisants et en pesticides pour optimiser leur impact sur l'environnement. Alors la particularité de nos modèles, c'est qu'ils sont capables d'intégrer toutes sortes de mesures extérieures, d'où le lien avec les objets connectés, c'est-à-dire qu'on peut intégrer des résultats de capteurs météo disséminés dans les parcelles, intégrer également des données de drones et d'images satellites. Et voilà, donc on travaille essentiellement avec des grands groupes internationaux, Bayer, Syngenta, les leaders mondiaux du domaine. On fait actuellement 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 94% à l'étranger, et on aimerait bien trouver un peu des partenaires français pour adapter nos services en France, parce que pour l'instant ils sont surtout utilisés à l'étranger, et que pour être validés maintenant, ils veulent adapter à moindre coût pour la France. et alors que ça sert à la viticulture, donc ça devrait être carrément stratégique. Ça. Oui, c'est vrai. Et donc on continue avec Valérie Bouillon-Delporte qui représente Michelin. Donc Valérie, vous allez nous expliquer l'approche Michelin de l'innovation et vous avez peut-être des choses récentes à nous dire. J'ai plein de choses à vous dire, Dominique, mais bon, vous m'avez dit 2 minutes 30. 2 minutes 30. Les grands groupes doivent aussi pitcher. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Alors Michelin, pour ceux d'entre vous qui ont une voiture ou qui conduisent, vous connaissez certainement les pneus. Pour ceux qui voyagent, les cartes et guides, et pour ceux qui aiment bien dîner, très certainement le guide rouge. Je ne suis pas là pour vous parler ni de pneus, ni de cartes, ni de guide rouge, mais pour vous parler d'entrepreneuriat. Alors la démarche d'innovation chez Michelin, c'est pas, je dirais, quelque chose de nouveau, puisque le groupe innove depuis plus de 120 ans, dans tous les domaines d'activité, que ce soit tout ce qui roule ou vole. La seule chose à laquelle nous ne sommes pas encore intéressés, mais ça pourrait changer, c'est les applications maritimes. Et donc dans cette dynamique innovation, notre CEO a pris la décision de créer un département incubateur, donc c'est assez récent, ça date d'octobre 2013. Et ce que nous appelons dans notre jargon incubateur, c'est très simple, c'est une entité dont l'objectif est de supporter des petites entreprises, alors des startups, qu'elles soient internes ou externes, pour arriver à les développer, à accélérer leur croissance, que ce soit sur un axe technologique ou que ce soit sur un axe business model. Alors notre démarche, elle n'est pas philanthropique, elle répond à 2 objectifs. Le premier, c'est tout d'abord de diversifier les sources d'innovation pour notre groupe. Et le deuxième objectif, c'est également d'arriver à élargir le périmètre d'expression de notre innovation à travers, vous mentionnez Dominique tout à l'heure, un certain nombre d'initiatives qui pourraient représenter des technologies ou des business models disruptifs. Alors, bien entendu, notre ADN, les frères Michelin ont créé cette entreprise il y a quand même un peu plus d'une centaine d'années. Alors, nous avons commencé par un axe interne, en développant donc des appels à projets, en identifiant au sein du groupe des entrepreneurs, hommes ou femmes, qui ont envie de créer une start-up et qui sont accompagnés par le groupe et qui travaillent en tant que salariés du groupe pour développer ces initiatives. Donc on l'a fait en Chine, on l'a fait aux États-Unis, on l'a fait en Europe et on incube aujourd'hui dans nos 3 entités, donc dans ces 3 régions, à peu près une quinzaine d'initiatives internes. Mais bien évidemment, cette démarche ne s'est pas arrêtée là et nous avons lancé en parallèle
la même démarche d'exploration vis-à-vis de start-up, donc qui sont plutôt des start-up seed ou early stage, qui sont dans le domaine de la mobilité durable. Alors je vois que tous mes confrères ont des domaines de priorité assez précis. Nous nous sommes fixés, je dirais, comme périmètre, le périmètre de la mobilité durable, et c'est un périmètre qui est très très large et qui recèle énormément d'opportunités. Donc nous regardons un certain nombre de dossiers, nous avons nos propres procédures et nos propres process de sélection, et soit nous investissons en tant qu'actionnaires dans ces sociétés, soit nous en faisons l'acquisition. Mais notre posture n'est en rien celle d'un fonds d'investissement qui fait, je dirais, un simple investissement financier. Quand nous sélectionnons une start-up, ce que nous regardons avant tout, c'est quelles sont les compétences, quelles sont les capacités, quelles sont les forces vives de notre groupe, qu'elles soient humaines, technologiques, que nous allons pouvoir mettre en œuvre pour justement accélérer la croissance de cette start-up. Et juste après moi, je crois qu'il y a un très bon exemple. Il va y avoir un exemple. Vous avez la société SymbioFC, donc qui vous présentera, que je laisserai pitcher, dans laquelle nous avons investi, donc ça fait tout juste un an, et dans laquelle nous avons mis en œuvre un certain nombre d'actions en interne pour accélérer la croissance de cette société. Très bien. Et, ça fait la transition, bravo.